Le parfum entêtant des lys flottait dans l'air, aussi dense et pesant que le chagrin lui-même. Je me tenais là, figée devant le cercueil de mon fils, la main tremblante posée une dernière fois sur sa joue glacée. Mathieu Delorme, mon unique enfant, mon magnifique garçon. Il avait l'air paisible, trop paisible pour un homme arraché à la vie à seulement 42 ans. J'en avais 68, et jamais je n'aurais imaginé lui survivre. Aucun parent ne devrait enterrer son enfant. Le cancer l'a emporté vite. 3 mois entre le diagnostic et sa dernière respiration. Ce n'était pas assez. Pas assez pour dire adieu. Pas assez pour apprendre à vivre sans lui. Le monde continuait de tourner, mais le mien s'était figé le jour où il a fermé les yeux. Madame Delorme, souhaitez-vous vous asseoir demanda doucement le maître de cérémonie. J'ai hoché la tête. Mes jambes tremblaient et je me suis laissé guider jusqu'au premier rang. Les gens défilaient, glissaient leurs condoléances que je n'entendais même plus. Je recevais leurs accolades et poignées de main comme un automate. À côté de moi se tenait Élise, ma belle-fille depuis 15 ans. Sa robe noire était impeccable, son maquillage, sans défaut, sa posture, droite, toujours soucieuse des apparences. Élise avait été la petite amie de fac de Mathieu. À une époque, je la considérais comme la fille que je n'avais jamais eue. Elle a penché vers moi et a serré ma main. J'ai besoin d'air, a-t-elle soufflé. J'ai acquiescé. Elle s'est levée avec cette grâce millimétrée qu'elle maîtrisait si bien, et je me suis demandé, l'estomac noué, comment nous allions traverser cela ensemble. Mathieu était notre trait d'union. Sans lui, que restait-il? Quelques minutes plus tard, j'ai dû me lever pour prendre mes médicaments. L'arthrite me lançait si fort que j'en avais les larmes aux yeux. Appuyée sur ma canne, j'ai marché lentement dans le couloir menant aux toilettes. C'est là que je l'ai entendu, juste derrière l'alcôve où les gens fumaient entre 2 cérémonies. La voix d'Élise, claire, presque enjouée. Mon Dieu, je croyais que cette journée ne finirait jamais, a-t-elle soufflé. Tous ces gens qui font semblant de s'en soucier. Ils débarquent avec leur gratin comme si ça allait arranger quoi que ce soit. Une autre femme a ri doucement. C'est bientôt fini. Oui, a répondu Élise. Et ensuite, je récupère enfin ma vie. Plus besoin de supporter cette vieille peau. Mon cœur s'est arrêté. L'autre femme a hésité. Tu veux dire Mireille? Bien sûr, Mireille, a rétorqué Élise avec dédain. Mathieu a insisté pour qu'elle vienne vivre chez nous après le décès de Gérard, et j'ai joué le jeu. Mais maintenant qu'il n'est plus là, je n'ai plus besoin de faire semblant. Tu vas faire quoi? Il y a une maison médicalisée très correcte à la sortie de Montbrun, a dit Élise. Puis elle a ri. Un rire que j'avais autrefois trouvé mélodieux, mais qui, là, m'a semblé cruel. Elle approche les 70, tu sais. C'est là qu'elle doit finir. Et avec quels moyens elle pourrait me tenir tête? La maison est à mon nom. Mathieu et moi avions prévu le coup depuis des années. Quand Gérard est mort, on l'a convaincu de tout signer à notre nom, pour éviter la succession. Elle l'a fait. Et la vieille n'a toujours pas compris que Mathieu m'a tout légué. Dans une semaine, elle sera en train de faire ses cartons. Ma main s'est crispée sur ma canne. J'étais venue enterrer mon fils, pas découvrir une trahison. Ma tête tournait. Mon cœur battait trop fort. Mais je n'ai rien dit. Je suis repartie sans bruit et me suis rassise près du cercueil. J'ai regardé une dernière fois le visage de mon fils. Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il s'était douté de qui elle était vraiment? J'ai séché mes larmes et redressé les épaules. Élise pensait que j'étais faible. Mais aujourd'hui n'était pas sa victoire. Pas encore. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, si vous venez tout juste d'arriver sur cette chaîne, pensez à vous abonner. Et cliquez sur « J'aime » si vous avez, vous aussi, déjà été mis de côté par ceux à qui vous aviez tout donné. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez, parce que parfois, je me demande, est-ce que cette forme de trahison familiale, c'est rare? Ou est-ce que ça arrive partout, dans toutes les maisons, derrière tous les sourires? Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Allongée dans la chambre d'amis qu'Élise appelait toujours la tienne, alors qu'elle ne l'avait jamais vraiment été, je fixais le plafond, les mots d'Élise résonnant encore dans ma tête. Cette vieille peau, maison médicalisée, dans une semaine. Comment en étais-je arrivée là? À vivre dans une maison qui n'était pas la mienne, avec une belle fille qui me considérait comme un poids à éliminer. 8 ans plus tôt, mon mari Gérard était mort subitement. Une crise cardiaque. Aucun signe avant-coureur. Un instant, on jardinait ensemble, l'instant d'après, il s'effondrait.
Mathieu et Élise étaient venus immédiatement. Ils avaient tout organisé pour les obsèques. M'avaient tenu la main pendant les prières. Apporté du thé quand je ne pouvais pas dormir. C'est Élise qui avait proposé que je m'installe chez eux. Mireille, m'avait-elle dit doucement, cette maison est trop grande pour toi seule. Tu vas te sentir seule là-dedans. Mathieu avait hoché la tête. On a de la place ici, et avec l'argent de la vente, on pourrait investir pour ton avenir. Tu n'aurais plus jamais à t'inquiéter de rien. Ça paraissait logique, sensé, aimant. Alors j'ai vendu la maison que j'avais partagée avec Gérard pendant plus de 40 ans, celle où Mathieu avait appris à marcher, fêté tous ses anniversaires, celle où on avait planté nos racines. J'ai signé les papiers, remis le chèque, 287 000 euros. Ils m'avaient promis de faire fructifier cet argent. Je ne leur ai jamais demandé de relever. Je ne me suis jamais mêlé des comptes. Je leur faisais entièrement confiance. La maison dans laquelle nous avons emménagé ensuite était somptueuse. Une belle demeure à 2 étages, avec des plans de travail en marbre et un jardin paysager. L'apport venait de mon argent. La cuisine refaite, la piscine qu'Élise rêvait d'avoir, mon argent aussi. Même la maison de vacances à Valmérac dans les Cévennes avait été achetée avec les derniers versements de l'assurance vie de Gérard. Élise avait dit que ce serait plus simple que tout soit à leur nom pour des raisons fiscales. Je n'avais pas posé de questions. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était la famille. Je repensais à son sourire des premières années. Comment elle me préparait du thé au caramel le soir, m'encourageait à passer du temps avec Hugo et Anaïs, ses enfants. Elle m'embrassait pendant les fêtes et disait « On a tellement de chance de t'avoir ». Était-ce sincère ou déjà une mise en scène? Je me suis levée et dirigée lentement vers la fenêtre. Le clair de lune baignait le jardin, les haies taillées, la terrasse en pierre, les lumières tamisées de la piscine. Tout avait été financé par ma confiance, et plus rien ne m'appartenait. J'étais devenue un meuble, une charge. De Mireille, j'étais devenue une silhouette de fond. J'ai ouvert le tiroir du bas de la commode et ressorti l'album photo que je cachais là. Mathieu bébé. Mathieu sur son premier vélo. Mathieu en toge de diplômé, rayonnant. Et Élise, toujours impeccable, toujours souriante. Mais à bien y regarder, toujours un peu distante. Avais-je confondu politesse et affection? Une photo de leur 10e anniversaire de mariage attira mon attention. Élise était debout à côté de Mathieu, mais elle ne tenait pas sa main. Son sourire ne touchait pas ses yeux. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Maintenant, c'était comme un signal d'alarme que je n'avais pas voulu entendre. Une fois le masque tombé, on ne pouvait plus faire semblant. Tout devenait évident. Les signes avaient toujours été là, éparpillés comme des miettes. J'avais choisi de les ignorer. Au début, c'était discret. Une inspiration à peine contenue quand je peinais à monter dans la voiture à cause de mes articulations. Pas de méchanceté ouverte, juste une gêne, une lassitude feutrée. Quand j'avais demandé de l'aide pour configurer ma tablette, cadeau de Mathieu, elle me l'avait rendue 10 minutes plus tard avec un sourire étrange. Voilà, c'est simplifié. Et c'est juste de ne pas appuyer sur tous les boutons, d'accord? J'avais ri, gênée, mais mes joues savaient se brûler. Les repas de famille tombaient toujours le même soir que mon club de cartes. Je proposais de reporter mes jeux, mais elle répondait avec cette douceur qui piquait. Tu sais combien la famille compte pour Mathieu, mais si tes petites cartes sont plus importantes. J'avais annulé plus de soirées bridge que je ne voulais l'admettre. Toujours cette impression sourde que je devais lui être reconnaissante de vivre sous son toit. Même si c'était mon argent qu'il avait construit. Et puis il y avait les enfants, Hugo et Anaïs. Ils étaient la lumière de ma vie. J'adorais leur lire des histoires, faire des biscuits avec eux le week-end, leur raconter des anecdotes sur leur père quand il était petit. Mais peu à peu, ces moments ont été rationnés. Ils ont besoin de stabilité, disait Élise. Trop d'excitation avec mamie perturbe leur rythme. Alors je suis devenue un élément occasionnel, une présence discrète. On m'autorisait des instants choisis, mais on ne me confiait jamais vraiment leur quotidien. Et j'ai accepté. Je me disais que c'était temporaire, que si je restais gentille, serviable, patiente, Élise finirait par voir combien je les aimais, qu'elle finirait par m'aimer elle aussi. Quelle naïve j'ai été. Je me souvenais d'un après-midi, juste avant que Mathieu ne tombe malade. J'étais passée dans la cuisine et j'avais aperçu l'écran du téléphone d'Élise posé sur le comptoir. Elle m'avait demandé de lui chercher son chargeur. L'écran s'était allumé
Un message d'un certain Stéphane. J'ai hâte de te revoir. L'autre soir, c'était magique. Elle avait attrapé le téléphone aussitôt, riant en voyant mon sourcil levé. Un client. Ils sont tous un peu fous dans ce milieu. À l'époque, je l'avais cru. Elle travaillait dans l'immobilier, un monde à part. Je m'étais dit qu'il était sûrement juste un peu excessif. Mais maintenant, tout faisait sens. Les déplacements professionnels qui durent un jour de plus. La nouvelle coupe de cheveux. Le maquillage subtil, juste pour faire les courses. Son comportement qui changeait alors que l'état de Mathieu empirait. Elle se préparait à la vie d'après, bien avant qu'il ne parte. Et moi, j'étais là, à plier le linge et mettre la table, aveugle à ce qu'elle était vraiment. La veille de la lecture du testament, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans ce lit, qui n'avait jamais été le mien, écoutant le silence d'une maison désormais trop vide. Quelque part, dans une autre aile, Élise devait être en train de choisir sa tenue pour le lendemain. Elle avait toujours pensé que l'apparence comptait, surtout quand il y avait quelque chose à gagner. Mais ce qu'elle ignorait, c'était ce que Mathieu avait fait. 3 semaines avant sa mort, dans un moment rare de calme, Élise était sortie pour organiser les soins palliatifs. Mathieu m'avait demandé de m'asseoir à côté de lui. Sa voix était faible, à peine un souffle. Mais ses yeux, ces mêmes yeux bruns que j'avais connus toute sa vie, étaient limpides. « Maman, m'avait-il dit en attrapant ma main, il faut que je te dise quelque chose. C'est important. » Je m'étais penchée, repoussant une mèche de cheveux de son front. « Je t'écoute, mon chéri. » J'ai changé le testament, discrètement, avec précaution, juste au cas où. Il avait marqué une pause, peinant à respirer. J'avais voulu le calmer, lui dire de ne pas se fatiguer, mais il avait serré mes doigts avec une force étonnante. « Elle ne s'y attend pas, avait-il murmuré. Elle croit qu'elle a tout, mais elle ne sait rien. » J'avais voulu comprendre, mais il s'était contenté de dire « Parle à maître Beaulieu. Il sait. Fais-moi confiance, maman. » Je n'avais pas insisté. Je n'étais pas prête à envisager un monde sans lui. Mais maintenant, dans cette chambre qui m'avait toujours semblé étrangère, je m'accrochais à ces mots comme à une bouée. Elle croit qu'elle a tout, mais elle ne sait rien. Le matin suivant, je me suis levée tôt. J'ai enfilé ma plus belle robe grise, celle toute simple avec les petites fleurs brodées que Gérard aimait tant. J'ai attaché mes cheveux en un chignon soigné et me suis regardée dans le miroir, me préparant à la tempête. Qu'elle pense avoir gagné. Qu'elle entre dans le cabinet de notaire avec assurance et tailleur de luxe. Qu'elle parade avec sa queue de cheval tirée et son regard glacé. Elle ne savait pas ce que Mathieu avait préparé. Elle allait tomber de haut. Un coup à la porte. « Mamie ?» C'était la voix d'Hugo. J'ai ouvert, et il était là, plus grand que je ne l'imaginais. 14 ans. Les mêmes yeux calmes que son père. Le même froncement de sourcils quand il s'inquiétait. « Maman dit qu'on part dans 1 heure, » a-t-il dit doucement. « Merci mon cœur. Je serai prête, » ai-je répondu. Il ne s'est pas éloigné. Il s'est approché et m'a serré très fort. « Papa me manque, » a-t-il soufflé. « Je sais, mon trésor, » ai-je murmuré. « À moi aussi. » Derrière lui, la voix d'Élise a retenti, tranchante. « Hugo, n'embête pas ta grand-mère. Elle a besoin de temps. » Ses mots étaient doux, mais son ton ne l'était pas. Nos regards se sont croisés. Et dans ses yeux, j'ai vu le métal sous le maquillage, cette certitude froide qu'elle avait gagnée. « Aujourd'hui est un jour important, » a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. « Oui, » ai-je répondu calmement. « Oui, c'est un jour très important. » Parce qu'Élise allait découvrir qu'elle n'avait rien gagné du tout. Le cabinet de maître Beaulieu se trouvait au dernier étage d'un vieil immeuble en briques, en plein centre de Saint-Léon. L'ascenseur grinçait. La lumière au plafond clignotait comme pour signaler que même le sort retenait son souffle. Je suis restée droite, silencieuse, accrochée à ma canne, concentrée sur ma respiration. Élise, elle, semblait prête pour un conseil d'administration. Vêtue d'un tailleur noir ajusté, perchée sur ses talons hauts, sa queue de cheval impeccablement tendue, elle avançait comme si elle connaissait déjà l'issue. Hugo et Anaïs la suivaient en silence, inhabituellement calmes. En entrant dans la salle de réunion, j'ai effleuré l'épaule d'Anaïs. Elle s'est rapprochée de moi, glissant ses doigts dans ma main. Au moins, eux n'avaient pas oublié que j'étais leur refuge. Maître Beaulieu s'est levé en nous voyant. Un homme sobre, dans la soixantaine, lunettes cerclées de métal, regard doux, mais ferme. Madame Delorme, Mademoiselle Élise, Hugo, Anaïs.
Merci d'être là, a-t-il dit avec gravité. Il nous a invités à prendre place autour d'une grande table en chêne, plusieurs dossiers soigneusement empilés devant lui. Je sais combien ce moment est difficile, a-t-il poursuivi en s'asseyant. Mathieu a été très précis sur ses volontés. Mon devoir est de les appliquer fidèlement. Élise a hoché la tête, le visage empreint d'un sérieux fin. Mais sous la table, j'ai vu ses doigts pianoter nerveusement sur sa cuisse. Avant de commencer, a dit maître Beaulieu en ajustant ses lunettes, je dois vous informer que Mathieu a modifié son testament environ 6 semaines avant son décès. Le geste d'Élise s'est figé net. Il ne m'en a jamais parlé, a-t-elle répliqué, la voix trop aiguë. Il est venu me voir en privé. Ses instructions ont été très claires, a répondu maître Beaulieu. Une ombre est passée dans ses yeux à elle, mais elle a vite retrouvé sa façade. Très bien, procédons. Il a ouvert le dossier. Concernant la maison familiale située au 7, rue des Cyprès, ainsi que la résidence secondaire à Valmérac, les 2 biens sont placés dans une fiducie familiale, dont Mireille Delorme est la seule administratrice. Mon souffle s'est coupé. Cette fiducie garantit à madame Delorme le droit de résider dans l'un ou l'autre des biens jusqu'à la fin de sa vie. À son décès, les 2 propriétés reviendront à parts égales à Hugo et Anaïs. Le visage d'Élise a blêmi. C'est impossible. Ces maisons sont à mon nom, a-t-elle lancé, la voix plus tendue. La maison principale a en effet été achetée à 2 noms. Mais Mathieu a transféré sa part à la fiducie il y a 3 ans, avec votre signature, mademoiselle Élise. C'était pour la succession, a-t-elle protesté. Il m'a dit que c'était juste administratif. Quant à la maison de Valmérac, a poursuivi calmement maître Beaulieu, elle a été achetée directement par la fiducie. Votre nom n'apparaît sur aucun document. Je me souvenais de cette journée, des papiers signés autour d'un thé. Mathieu m'avait souri. Élise avait roulé des yeux, mais elle avait signé. Concernant les actifs financiers, a-t-il poursuivi, les comptes de retraite de Mathieu, s'élevant à environ 875 000 €, seront répartis comme suit. 60% dans une fiducie pour l'éducation et les besoins de vie d'Hugo et Anaïs, administrée par madame Delorme. 20% directement à madame Delorme pour ses soins et dépenses personnelles. 20% à mademoiselle Élise. Le silence s'est abattu sur la pièce. Élise a pâli. 20% a-t-elle soufflé, incrédule. Je suis sa femme. Il n'y a pas d'erreur, mademoiselle, a répliqué le notaire. Mathieu était lucide, et son état mental a été évalué médicalement lors de ces modifications. Élise a reculé sa chaise d'un coup sec. Ce testament peut être contesté. Il n'était pas en état, il prenait des médicaments, il n'était pas lui-même. Maître Beaulieu est resté de marbre. Je vous déconseille de suivre cette voie. D'autant que... Il a pris une enveloppe scellée et l'a levée. Mathieu a laissé une lettre à lire si vous contestez ses volontés. Souhaitez-vous que je la lise maintenant ? Élise la fixait comme si elle allait exploser. Sa mâchoire s'est tendue. Continuez, a-t-elle lâché entre ses dents. Alors nous avons continué. Le lendemain de la lecture du testament, j'ai trouvé une grande enveloppe Kraft posée sur la console de l'entrée. À l'intérieur, une assignation. Élise contestait le testament. Elle affirmait que Mathieu avait été manipulé, qu'il avait perdu ses facultés mentales sur la fin et que j'avais profité de sa faiblesse pour obtenir le contrôle de son héritage. Elle avait engagé un avocat redouté dans le milieu, maître Lionel Giraud. Son nom seul m'a glacé. Il était connu pour ses attaques violentes en droit de la famille. Ni bon marché. En le choisissant, elle montrait clairement qu'elle n'avait aucune intention de reculer. Je suis restée debout dans la cuisine, les mains tremblantes. Je n'avais pas d'argent pour me défendre. Tout ce que j'avais eu, ma maison, mes économies, l'assurance vie de Gérard, était soit dans la fiducie, soit donné à Mathieu depuis des années. Élise, elle, avait les moyens, les contacts, l'audace. Alors j'ai composé le seul numéro qui m'est venu en tête, celui de Jeanne, ma plus vieille amie, ancienne magistrate, retraitée depuis quelques années. On s'était perdu de vue après la mort de Gérard. Mais dès qu'elle a entendu ma voix, elle a compris. « Ne panique pas, a-t-elle dit. Je sais exactement qui tu dois appeler. » Et c'est ainsi qu'est entrée dans ma vie maître Marianne Bréval, avocate spécialisée en droit des aînés. Une tornade habillée de lin beige, des cheveux argentés attachés en chignon bas, des chaussures plates,
un ton sec et des phrases précises. Elle n'avait pas le temps pour les mondanités. C'est un cas d'abus financier typique, a-t-elle déclaré en feuilletant les pièces du dossier. Votre fils l'a vu venir. Il a tenté de vous protéger. À nous de terminer ce qu'il a commencé. Elle a accepté de me représenter à un tarif réduit, payable après la résolution du dossier. Vous n'êtes pas seule, Mireille, a-t-elle ajouté. Et vous n'êtes pas impuissante. La première manœuvre d'Élise fut de tenter de m'expulser de la maison pendant que la procédure suivait son cours. Marianne a déposé une demande d'urgence. Elle a gagné. Élise a changé de stratégie. Elle a commencé à répandre des rumeurs dans la ville. À dire au collège d'Hugo et Anaïs que j'étais confuse, instable, fragile. Aux voisins, elle racontait que j'avais changé, qu'il fallait m'aider, que je devenais imprévisible. C'est dur pour elle, disait-elle. Elle n'est plus elle-même. Les murmures se sont mis à circuler. Mireille déraille. Elle croit que tout le monde lui en veut. Elle parle seule. Elle a besoin de surveillance. Même les enfants ont commencé à douter. Un après-midi, Anaïs est venue s'asseoir à côté de moi sur la balançoire du jardin. « Mamie, tu es malade ?» a-t-elle demandé. Mon cœur s'est serré. « Non, ma chérie », ai-je répondu doucement. « Pourquoi tu dis ça ?»« Maman dit que tu pourrais devoir aller dans un endroit spécial, que tu n'es pas en sécurité. » Hugo, plus direct à ses 14 ans, m'a lancé. « Pourquoi elle raconte ça ? C'est vrai ?» Je les ai regardés tous les deux, si jeunes, prisonniers d'un conflit trop cruel. « Votre maman et moi, on n'est pas d'accord sur certaines choses, » ai-je dit avec douceur. « Mais je vous aime tous les deux. Et ça ne changera jamais. » Élise est apparue à cet instant. Elle nous a vus ensemble. Ses yeux se sont rétrécis. Elle n'a rien dit, mais son regard était une promesse. Ce n'est pas fini. Et elle avait raison. Ce n'était que le début. Un jeudi soir, 2 semaines après le dépôt de la plainte, je suis passée devant le bureau de Mathieu. La porte était entr'ouverte, Élise était à l'intérieur. Elle ne m'avait pas vue. Assise à son bureau, elle fouillait frénétiquement les tiroirs, des dossiers étalés partout. Elle ne ressemblait pas à une veuve éplorée. Elle avait l'air d'une femme traquée. « Que fais-tu » ai-je demandé. Elle a sursauté, puis s'est retournée avec un sourire forcé. « C'est encore ma maison, Mireille. J'ai le droit de regarder dans les affaires de mon mari. » Son ton était glacial. Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement regardée alors qu'elle refermait les tiroirs en désordre. Mais je l'avais vue. Elle ne cherchait pas par curiosité. Elle traquait quelque chose. Cette nuit-là, pendant qu'elle était sortie à un soi-disant dîner professionnel, je suis revenue dans le bureau. Je ne savais pas ce que je cherchais. Seulement que Mathieu m'avait dit un jour « Fais confiance à Maître Beaulieu ». Le fauteuil grinçait quand je me suis assise. L'odeur de son parfum flottait encore dans l'air. J'ai ouvert tous les tiroirs. Reçus, carnets, vieilles déclarations fiscales. Et là, sous une pile de classeurs anciens collés avec du ruban adhésif, une enveloppe, mon prénom dessus, écrit de la main de Mathieu. J'ai tremblé en l'ouvrant. À l'intérieur de l'enveloppe, un petit mot, écrit à la main, et une clé USB. « Maman, si tu lis ceci, c'est que les choses se sont passées comme je le craignais. Élise a montré son vrai visage. Tout ce dont tu as besoin est sur cette clé. Relevé bancaire, échange de mails, enregistrement. J'ai commencé à tout archiver dès que j'ai compris. Pardon de ne pas t'en avoir parlé plus tôt. Je voulais te protéger. Et je manquais de temps. Je t'aime. Merci d'avoir toujours cru en moi. À ton tour de croire en toi. Mathieu. » Les larmes me sont venues, avant même d'avoir inséré la clé dans mon ordinateur portable. Ce que j'y ai découvert m'a ôté le souffle. Élise avait transféré de l'argent depuis leur compte joint vers un compte personnel à son nom, et ce, depuis plus d'1 an. Elle écrivait à un certain Stéphane, des mails explicites, romantiques, datant d'il y a près de 2 ans. Il parlait de vendre les maisons, de s'installer dans le sud et de se débarrasser du fardeau. Puis, il y avait les enregistrements. La voix d'Élise, limpide, reconnaissable entre mille. Une fois que la vieille sera enfermée quelque part et que Mathieu aura tiré sa révérence, on vend tout. Personne ne posera de questions. J'ai mis une main sur ma bouche pour étouffer le cri qui montait. Ce n'était pas juste une trahison, c'était un plan, un pillage organisé. Et mon fils mourant, avait pris le temps de bâtir une défense. Pas pour se venger, pour révéler la vérité. Le lendemain matin, j'ai appelé Marianne et j'ai dit simplement « J'ai ce qu'il nous faut ».
Le combat qu'Élise avait lancé allait changer de nature. Parce que maintenant j'avais les armes. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais. Presque trop intime. Des murs lambrissés, des rangées de bancs vides, une lumière crue au néon. On se serait cru dans une salle de classe. Et pourtant, c'était ici que mon avenir allait se jouer. Assise à côté de Marianne, je gardais le dos droit malgré la douleur dans mes hanches, les mains croisées pour cacher leur tremblement. De l'autre côté, Élise était là, flanquée de maître Giraud, toujours tirée à 4 épingles, robe bleu marine impeccable, collier de perles qui semblait plus être une armure qu'un bijou. Elle ne m'a pas regardée une seule fois. La juge, Madame Dumas, est entrée. Droite, sévère, la soixantaine bien affirmée. Elle imposait le silence d'un simple regard. Nous sommes réunis pour examiner la requête contestant le testament de feu Mathieu Delorme, a-t-elle déclaré en feuilletant le dossier. La requérante affirme que le défunt n'était plus en possession de ses facultés mentales et qu'il a subi une influence indue. Elle a levé les yeux. Maître Bréval, vous avez déposé une demande de rejet appuyée par de nouveaux éléments ? Oui, madame la juge, a répondu Marianne en se levant. Ces éléments démontrent que la requête est infondée. Maître Giraud s'est levé d'un bond. Objection. Les preuves n'ont pas été partagées lors de la phase de découverte. Ces éléments ont été découverts après coup, dans les affaires personnelles de M. Delorme, a répliqué Marianne. Nous avons respecté la procédure pour les soumettre. Madame Dumas a ajusté ses lunettes. Elle nous a observés un instant. Je les accepte. Mais je déciderai de leur recevabilité finale après analyse. Procédez. Marianne a hoché la tête et m'a appelé à la barre. Je me suis levée lentement, chaque pas pesant. Elle m'a questionné doucement sur ma relation avec Mathieu, sur ma situation financière, sur la cession de ma maison et de mes économies, sur mes rapports avec Élise ces dernières années. J'ai répondu simplement, juste la vérité. Puis ce fut le tour de maître Giraud. Madame Delorme, a-t-il commencé avec un sourire trop poli, vous étiez financièrement dépendante de votre fils, n'est-ce pas ? Oui, ai-je répondu. Après la mort de mon mari, j'ai tout confié à Mathieu et Élise. Je leur faisais confiance. Et maintenant que Mathieu est décédé, vous avez soudainement intérêt à récupérer des biens qui auraient dû revenir à sa femme. Marianne a immédiatement réagi. Objection, argumentation. Objection retenue, trancha la juge. Il changea alors d'approche. Avez-vous déjà été diagnostiqué pour un trouble de la mémoire ou une quelconque confusion mentale ? Non. Pourtant, vous ne saviez pas que votre fils avait modifié son testament. Il m'avait dit qu'il avait pris des dispositions, mais il ne m'a pas donné les détails. Il voulait me protéger. Il a marqué une pause. Vous protéger de quoi ? De ce qui se passe aujourd'hui. Silence. Puis Marianne s'est levée. Madame la juge, nous voulons maintenant présenter les éléments découverts dans les effets personnels de M. Delorme. Maître Giraud s'est levé en protestation. Objection. Maître Giraud, asseyez-vous, coupa sèchement la juge. Je vais juger par moi-même. Procédez. Et alors Marianne a commencé. Elle a lancé l'enregistrement. La voix d'Élise a résonné dans la salle d'audience, nette, indiscutable. Une fois que la vieille sera enfermée et que Mathieu aura dégagé, on vend tout et on part s'installer dans le sud. Personne ne dira rien. Un silence glacial est tombé. On entendait à peine le souffle des gens dans la pièce. Puis sont venus les emails. Des messages entre Élise et Stéphane Morel, remplis d'aveux, de projets, d'une passion que rien ne retenait. Ils parlaient d'Ao et de l'après, comme s'il s'agissait d'un nouveau départ ensoleillé, débarrassé de toute entrave. Ils rêvaient de vendre les maisons, d'empocher les liquidités, de tourner la page. Puis Marianne a appelé son témoin surprise. Stéphane lui-même. Il est entré, livide, nerveux, incapable de croiser le regard d'Élise. « Monsieur Morel » a demandé Marianne. « Pouvez-vous confirmer la nature de votre relation avec mademoiselle Élise Delorme ?»« Nous avons eu une liaison » a-t-il murmuré. « Pendant combien de temps ?»« Presque 2 ans. » A-t-elle déjà évoqué la maladie de son mari ? Il a baissé les yeux. Oui, elle disait attendre que ce soit terminé, qu'elle hériterait de tout. Élise a bondi de son siège. « Traître !» a-t-elle craché. La juge a frappé du marteau. « Mademoiselle Delorme, encore une interruption et je vous fais expulser. » Mais le mal était fait. Les masques étaient tombés.
Le témoignage de Stéphane confirmait tout. À l'arrière de la salle, j'ai vu Hugo, assis droit, figé. Il avait tenu à venir. Il voulait entendre de ses propres oreilles. Et là, je l'ai vu comprendre, dans la tension de sa mâchoire, dans la dureté soudaine de ses yeux. Il venait de voir sa mère telle qu'elle était vraiment, et il venait de découvrir ce que son père avait tenté de protéger. Madame Dumas a pris une semaine entière pour délibérer. Mais je savais. Je l'ai su dès qu'elle est entrée de nouveau dans la salle. Son regard ne vacillait pas. Sa voix était ferme. La requête visant à contester le testament de feu Mathieu Delorme est rejetée dans son intégralité. Le testament amendé est confirmé et ses dispositions seront appliquées. Élise n'a presque pas réagi. Son visage est resté figé, les lèvres pincées. Une tempête contenue. En sortant, elle m'a accosté près de l'ascenseur. « Ce n'est pas fini », a-t-elle sifflé. « Tu as tout détruit. » Je l'ai regardée droit dans les yeux. Et j'ai dit calmement « Non, Élise, tu t'es détruite toute seule. » Elle ne m'a plus jamais adressé la parole. Une semaine plus tard, elle a quitté la maison. Elle a emporté ses 20%, soit près de 175 000 €, et s'est envolée avec Stéphane pour Avignon. Le rêve qu'ils avaient nourri en secret n'a pas duré 6 mois. Certaines illusions ne résistent pas à la lumière du jour. Ce qui a surpris tout le monde, c'est la facilité avec laquelle Élise a abandonné la garde des enfants. Elle a dit que c'était mieux pour eux, qu'ils avaient besoin de stabilité. Mais moi, je crois qu'elle ne supportait plus de croiser leurs regards. Hugo n'a pas hésité. Il a fait ses valises le soir même et s'est installé dans la chambre d'à côté. Anaïs a mis un peu plus de temps. Elle n'avait que 10 ans. Elle espérait encore que sa mère redeviendrait celle qu'elle avait connue. Mais l'espoir se dissipe vite quand les appels se font rares et que les visites n'arrivent jamais. Finalement, elle nous a rejoints, elle aussi. Les premiers mois ont été durs. On a pleuré. Souvent. L'absence de Mathieu remplissait chaque pièce. Les enfants faisaient le deuil, non seulement de leur père, mais aussi de l'image de leur mère. Parfois, Hugo descendait en pleine nuit et restait assis en silence près de moi. Anaïs posait des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Pourquoi maman a menti? Pourquoi papa ne nous a rien dit plus tôt? Alors j'ai pris rendez-vous avec une thérapeute familiale. Pas parce que j'avais les réponses, mais parce que je voulais leur offrir un espace pour chercher les leurs. Ensemble, on a appris à parler des choses difficiles, à ne pas fuir la douleur, mais à l'apprivoiser. Et peu à peu, un miracle a eu lieu. On a recommencé à rire. Hugo a commencé à s'impliquer dans l'entreprise familiale. Il assistait aux réunions, posait des questions, prenait des notes. On aurait dit qu'il se préparait déjà à prendre la relève, comme s'il portait une promesse silencieuse faite à son père. Anaïs, elle, a retrouvé le sourire en peignant, en lisant, en racontant à voix haute des souvenirs de vacances que nous avions partagés. Moi, j'ai continué à m'occuper du jardin. Celui que Gérard et moi avions toujours rêvé d'avoir. Celui que Mathieu avait payé avec mon argent, mais dans lequel, désormais, je plantais les graines d'un avenir qui m'appartenait à nouveau. Chaque jour, je posais les yeux sur cette maison, ce havre qui avait failli m'être volé, et je me souvenais, la confiance peut être trahie, mais la vérité, elle, finit toujours par germer. Un matin, alors que je préparais des crêpes pour les enfants, Hugo m'a tendu une enveloppe. Dedans, un mot griffonné de la main d'Anaïs. Merci de ne pas nous avoir laissés. Je me suis excusée de ne pas avoir vu plus tôt, de ne pas avoir parlé. Mais Anaïs m'a simplement dit « Tu nous as protégés comme papa t'a protégé. C'est tout ce qui compte. » Les années ont passé, les souvenirs se sont adoucis. La douleur n'a pas disparu, mais elle s'est transformée. En force, en courage, en ancrage. Aujourd'hui, je suis Mireille Delorme, 72 ans, mère d'un fils que j'ai aimé plus que tout, grand-mère de 2 enfants qui me rendent fière chaque jour. Je suis une femme que certains ont tenté de réduire au silence, de faire disparaître. Mais je suis encore debout. Et je raconterai cette histoire autant de fois qu'il le faudra. Parce que d'autres femmes, d'autres mères, d'autres grand-mères doivent entendre qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa place. Jamais trop tard pour se faire entendre. Jamais trop tard pour dire « Non, tu ne vas pas m'enterrer vivante ». Parce que la vérité, la justice et l'amour finissent toujours par reprendre racine. Je suis Mireille Delorme, et je suis toujours là. Ce que j'ai compris, c'est qu'on peut tout donner, et être effacé quand même. Mais aujourd'hui, je reprends ma place. Pas par vengeance, par vérité.
Si cette histoire t'a parlé, abonne-toi, partage-la, et dis-moi en commentaire si toi aussi, on a tenté de te faire disparaître. Parce que le silence peut être digne, mais l'effacement, lui, ne doit plus jamais être une option.